Alors, dans le dossier de ce soir, il y avait plusieurs choses dont je voulais vous parler. Je voulais principalement vous parler de court-métrage, parce que c'est quelque chose qui fait un peu défaut dans mes émissions habituelles. Euh, Comme je l'avais dit, je trouve que le discours autour de l'animation est hyper centré sur les longs-métrages. C'est vu comme une espèce de but absolu, alors que le court-métrage est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement accessible, de plus protéiforme en fait que le long-métrage, et même que la série. En fait, il donne accès à des formes artistiques à des personnes d'horizons bien plus différentes que des choses beaucoup plus normées comme de la série qui doit être extrêmement long et industrialisable, ou des longs métrages qui sont réservés souvent un peu à une élite quoi. Et donc je vais vous parler de courts métrages ce soir, et surtout je voulais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour voir les bons films. Le gros souci qu'on peut avoir, c'est que c'est dur de trouver les bons films et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors je vais vous parler un peu de comment faire ça. Donc bienvenue dans ce dossier de cette semaine, bref mais intense. Le court-métrage, où sont-ils près de chez vous? Comment les trouver? Comment les choisir? C'est comme les champignons, il faut aller partir, il faut aller chercher. En gros, ce à quoi je vais amener à la fin de ce dossier, c'est que le court-métrage va bien, on produit vraiment beaucoup de courts-métrages, il y a beaucoup de supports de diffusion, à la fois télévision, festival, sur le web, ce qui rend complexe sa disponibilité, parce qu'on ne sait pas toujours où le trouver, mais en même temps d'avoir toutes ces sources de diffusion finale, ça permet d'avoir beaucoup de financement, de toucher de l'argent de plein de sources différentes, et de toucher aussi plein de publics différents. Probablement que vous êtes comme moi, vous consommez plutôt vos courts-métrages sur le web, mais il y a des gens qui ne le regardent que à la télévision, par exemple si vous êtes des enfants et que vous n'avez pas de... ou des adolescents et que vous n'avez pas de téléphone portable ou d'accès à internet. Et il y a beaucoup de gens qui le découvrent aussi uniquement en salle, souvent de manière plus accidentelle que de manière désirée. Mais le fait qu'il y ait toutes ces plateformes de diffusion, ça veut dire que chacun doit mettre en place quelque chose pour se tenir au courant. Et c'est là que va rentrer en jeu la question des curateurs, donc les personnes qui vous orientent sur quel genre de film et de court-métrage vous voulez voir, et ce qui est la partie un peu le nerf dans la guerre. Dans mes recherches, moi, mes conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que la chaîne Arte, ils sont trop forts. Vraiment pour le web, ils sont hyper forts. Et Mio ont réussi à beaucoup placer de leur... Mio du coup qui est un studio ont réussi à placer plein de leurs courts-métrages sur plein de plateformes différentes. Ils sont assez costauds. Et il y aurait une petite liste de mes sélections personnelles. Et du coup, le film que j'ai préféré, c'est le film en sable animé qui s'appelle Chloé Van Ezel. Voilà. Commençons donc. Les chiffres du court-métrage. Comme d'habitude, vous savez que je suis incapable de commencer une chronique sans, sans vous raconter toute la vie du CNC depuis la vie. Effectivement, le CNC c'est Daddy, et Daddy nous permet de financer nous permet de financer nos courts-métrages, et du coup c'est aussi lui qui a les chiffres sur tout ce qui se passe en France. CNC a donc fait une étude en janvier 2023 sur la production de 2022. Il y a beaucoup de chiffres, mais il y a au total 23 films qui sont aidés par le CNC chaque année. Pour des premiers films, 30 films autres, donc des seconds films, une aide télévisuelle et des aides après la réalisation, donc principalement des aides de diffusion. Du coup, il y a à peu près un peu plus d'une centaine de films qui sont aidés à des étapes différentes chaque année par le CNC. La grande majorité des films aidés sont de la fiction, avec une petite place pour l'animation, qui représente 7% des projets financés et 4% pour les projets documentaires. Ça, c'est des chiffres pour le cinéma et les courts-métrages généralistes, c'est-à-dire prise de vue réelle et animation mélangée. Et aussi, on peut observer un chiffre que je vous ai déjà donné avant, c'est que les réalisatrices et réalisateuristes sont sous-représentés parce qu'elles ne représentent que autour des 35-40% des aides qui sont données à des femmes et des personnes en minorité de genre. Donc la parité, c'est pas encore là, à la fois pour les financements. Les chiffres généraux que vous pouvez retenir pour avoir un peu un ordre d'idée, c'est qu'il y a eu 14 millions d'euros en 2022 pour aider la production de courts-métrages. Il y a 690 courts-métrages qui ont obtenu un visa d'exploitation en France, c'est-à-dire des films qui sont référencés, donc il y en a probablement plus qui existent. 269 projets aidés en production et 165 producteurs. Donc ce que vous retenir de ça, c'est que c'est une industrie qui tourne bien. 14 millions, c'est une somme assez conséquente. Et que ouais, il y a 700 courts-métrages qui sortent ou qui ont une existence en France chaque année. Donc c'est une offre extrêmement riche, sachant que le court-métrage, c'est des films qui vont de quelques secondes jusqu'à 60 minutes. Donc ça peut être des formats très divers. Voilà, le CNC est donc un des groupes principaux qui aide au financement des courts-métrages, mais l'argent vient de plein d'endroits différents pour faire des courts-métrages professionnels. Comme d'habitude, la manière dont je vais dérouler cette émission, c'est que je vais partir
des choses les plus institutionnelles pour aller aux choses les plus indépendantes, parce que les institutions, c'est généralement avec les finances, c'est là où sont les financements et où on fait les choses professionnelles. Si vous voulez être dans le système, vous passez par les institutions en premier pour vous lancer vos films, et puis après je vous expliquerai les autres méthodes et les alternatives un petit peu. Mais c'est important pour que les courts-métrages qui puissent être produits, que l'industrie fonctionne. Donc je commence par ces chiffres du CNC un peu pour vous donner ces idées-là. Le CNC donne de l'argent, les régions aussi nous donnent de l'argent. Vous pouvez voir ici un petit diagramme une petite représentation de la France qui vous montre quelles sont les régions qui donnent le plus ou moins d'argent. Donc si vous faites des films, arrangez-vous pour être dans les régions qui donnent beaucoup d'argent. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a aussi des aides locales. Et voilà, et le CNC aussi dans ses études renvoyé vers l'agence du court-métrage, qui est l'agence française qui gère la diffusion et l'aide à l'existence en fait des courts-métrages, puisque il faut que les films trouvent de l'argent pour être fabriqués, mais ensuite il faut qu'ils soient diffusés sur le territoire, donc envoyés en festival, traduits, envoyés à l'étranger, et aussi archivés et conservés, ce qui est important. Ce qui est une partie que nous, en tant que créateuristes, on a un peu moins généralement. On projette à des familles, on projette à des amis, peut-être on fait une ou deux séances professionnelles et ce genre de choses. Mais les films, il y a toute une filière de diffusion qui est extrêmement importante de où font les films, dans quel endroit, dans quel ordre, sous quel format, international, pas international, qui est très complexe. Et du coup, il y a des grosses institutions qui sont là pour ça. Donc voilà, on produit beaucoup de courts-métrages en France, 700 par an. Moi, à la louche, je pense qu'avec tous les courts-métrages indépendants, on doit être au double, voire au triple, assez facilement. Mais ça ne veut pas dire que tous ces courts-métrages ont une vie et qu'ils sont disponibles. Moi, je vais pas vous parler dans cette chronique de comment on fabrique les courts-métrages, mais de comment on les voit, ce qui est important, parce que pour nous, artistes, c'est important de savoir c'est quoi le résultat final de notre travail, de nos œuvres, et comment on peut aller les voir. Et puis aussi, en tant qu'artiste, on a envie de voir le travail des autres, de rester informé sur ce qui se fait, et d'être à la page, tout simplement. Et ça, c'est pas si évident que ça, c'est pour ça que je vais faire cette chronique sur ce sujet-là, pour un peu partager ma veille, moi, sur le sujet de qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se fait. Donc voilà, la première partie des choses qui va avoir lieu, c'est une diffusion de télévision. La diffusion de télévision elle est très importante parce que généralement les chaînes de télévision financent les projets pour pouvoir les diffuser, donc donnent de l'argent quand votre film c'est encore qu'un storyboard ou une animatique, ils vous donnent de l'argent en ayant la promesse qu'une fois qu'il sera fini, il sera diffusé en priorité sur leur chaîne de télé, c'est un accord que vous passez entre vous. En France, historiquement, les grosses chaînes du court-métrage, ce sont France Télévisions, avec du coup France 2 et France 3, Arte, Canal+, et OCS dans une moindre mesure. Les plus gros financeurs, je vous mets là les chiffres, France Télévisions qui met 1,8 million, Arte qui donne 1 million en France, Canal+, qui est proche du million, OCS qui est à 300 000, et il y a un ensemble de chaînes, toutes les autres chaînes locales sont plutôt à hauteur de 500 000. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'une fois que les courts-métrages sont fabriqués, ils vont avoir une première phase de diffusion en télévision, parfois en même temps qu'en festival, mais ce n'est pas exclusif, puisque les festivals sont des événements privés, ils n'ont pas des diffusions nationales. La télé est assez forte dans le domaine de la télévision, on va franchement avoir du mal à l'éviter, parce que ce sont eux principalement les financeurs, donc forcément, une fois que c'est eux qui ont les droits dessus, ils peuvent en faire la diffusion. Moi, personnellement, je regarde pas beaucoup la télé pour la raison suivante, que je vais vous montrer avec le prochain slide, c'est que la télévision a besoin d'une masse critique en fait de contenu pour fonctionner, c'est-à-dire que la majorité des chaînes en France un peu moins parce qu'elles sont éteintes la nuit, mais les autres chaînes ont besoin d'avoir du contenu en continu et du coup souvent la quantité est priorisée à la quantité, ce qui a donné notamment l'émergence à la série et aussi à la télé-réalité et aux documentaires qui sont des formats beaucoup plus pas simple, mais moins cher à produire pour remplir une grille horaire. Et donc là, je vous mets un peu la sélection de ce que vous pouvez trouver en animation sur Canal+, c'est quand même énormément de séries jeunesse, on avait dit que c'est le genre qui est roi d'animation jeunesse. Donc le court-métrage, en fait, en France, dans les productions, ça c'est des chiffres de 2022, des intervalles, le court-métrage ne constitue à peu près que 30% de la production d'animation. C'est-à-dire qu'il y a 50% c'est de la série, il y a 20% c'est des longs métrages, il y a 30% qui sont du court-métrage séparés, alors dans cette étude-là, en 7% pour les spéciaux TV, qui sont les formats 26 minutes, donc on pourrait dire du moyen-métrage, bref, et des courts-métrages, donc probablement du moins de 26 minutes, du coup, en 23%. Donc c'est un petit tiers de la production, et on voit aussi sur
dans les cibles de ces projets que le court-métrage n'a pas du tout la même démographie que les séries, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courts-métrages qui sont dédiés à un public adolescent ou adulte. On est quand même à 40% d'adultes et 31% d'adolescents. Ce n'est pas forcément un format qui est destiné à l'enfance, même s'il y a forcément des courts-métrages familiaux et les unitaires, d'ailleurs en grande majorité, sont des... Les unitaires spéciaux TV sont en grande partie destinés à un public jeunesse. C'est quand même un domaine qui est principalement avec des sujets un peu plus matures et un peu plus public adulte. Donc c'est quand même intéressant pour nous qui sommes des adultes et qui cherchons des créations qui nous ressemblent. Donc voilà, c'est un peu le chiffre pour la télé. Il y a beaucoup de courts-métrages qui est fabriqué pour la télévision, mais c'est beaucoup du court-métrage adulte. Et en fait, c'est pour ça que si on monte quelques slides au-dessus, vous voyez que les chaînes qui diffusent des courts-métrages sont en fait des chaînes adultes. France Télévisions sont à la fois des chaînes d'information mais de culture. Arte est pas spécialement une chaîne enfant. Canal+, des programmes enfants dans l'après-midi, mais principalement des programmes cinéma adultes. Et OCS c'est un truc un peu généraliste sur lequel c'est dur à dire. Mais il n'y a pas de... C'est pas Canal J, c'est pas Gulli, c'est pas Cartoon Network France. C'est quand même beaucoup de chaînes principalement adultes. Ensuite, un des autres gros canaux de diffusion du court-métrage, c'est le cinéma et les festivals, c'est-à-dire principalement ce qu'on va appeler les salles. Moi, c'est un de mes canaux principaux de découverte, je dois le dire. Quelques chiffres du CNC, en 2021, du coup, il y a eu plus de 3400 courts-métrages qui ont été exploités en salle, c'est-à-dire projetés dans une salle à l'occasion d'un festival ou à l'occasion de programmes de courts-métrages, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent personnellement, moi, je sous-estimais que c'est un chiffre qui est en hausse. Comment ça s'explique ce chiffre? Eh ben, il y a une diffusion à la fois dans des premières parties. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce qu'il est plus trop et c'est une tradition qui n'est pas trop honorée dans les gros mégaplex avec beaucoup de salles type Pathé, CGR, MK2. Mais c'était une habitude avant les projections de long métrage de diffuser un court métrage. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que fait aussi Disney Pixar aux États-Unis, de mettre un court métrage de leur studio avant un long métrage de leur studio. Mais en France, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, sauf dans les cinémas indépendants et de quartier, parce que ça a été remplacé par la pub et des bandes annonces, hein, tout simplement, pour être plus rentable. Merci le capitalisme. Mais l'agence du court-métrage, justement, a recréé un programme qui s'appelle l'Extra Court, qui propose des courts-métrages thématiques avant des séances. Donc, probablement que vous avez déjà vu ce petit logo quand vous êtes allé voir des séances de films indé. Je vous en avais parlé quand j'étais allé voir Seul aveugle, femme endormie, un film sur le Japon, avait été diffusé juste avant le court-métrage d'animation Coffin qui parlait en Chine d'étudiants qui vivaient dans un tout petit appartement euh, qui répondait un petit peu thématiquement à ce qu'il y avait dans Seul aveugle femme endormie. Donc c'est ça l'extra court par exemple. Oui pardon, l'illustration du coup de extra court c'est ça, c'est une sélection d'environ, je crois qu'ils ont à peu près 2000 films en catalogue qui proposent avec certains films quand il y a une diffusion en disant ah bah ça permet de faire de choses. Et c'est bien parce que ça permet de faire découvrir du court métrage à d'autres personnes. Ça permet aussi de un peu moins s'embêter devant des pubs qui nous abrutissent et plutôt de découvrir des trucs, ce qui peut être intéressant. Et puis ça permet en fait à les réalisateuristes aussi de toucher du droit d'auteur sur ce genre de diffusion, donc c'est pas mal. Et il y a aussi des projections ponctuelles, qui sont des projections de séances particulières, donc là spécifiquement du court métrage. L'autre grand endroit où il y a des diffusions de court métrage, c'est forcément les festivals. J'ai donné juste avant ce chiffre de 3400 courts métrages différents, de 3400 courts métrages différents diffusés en salle en France. C'est principalement dû aux festivals qui font un énorme travail de sélection et de diffusion. On vous avait parlé du festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus gros français, mais là dans les prochaines semaines, début juin, il va y avoir le festival Côté Court, qui est aussi un festival de court-métrage qui se passe à Pantin. Et tous ces festivals, il y a des dizaines, parfois des centaines de courts-métrages qui sont différents, qui sont projetés de tout genre et avec tout sujet différent. Et du coup, ça participe à cette richesse qu'on peut avoir. Et forcément, les courts-métrages continuent à vivre en festival après leurs 2 premières années de vie, du coup dans des sélections thématiques, par exemple, comme on en avait parlé. En salle plus généraliste, il y a aussi des séances d'anthologie qui sont diffusées. Donc les séances d'anthologie, c'est quand on combine plusieurs courts-métrages
pour faire une séance thématique. Donc ici, je vous en avais parlé un peu plus tôt dans l'année de Contes de printemps, qui était un ensemble de contes animés sur le printemps de réalisatrices différentes. Mais du coup, c'était 5 courts-métrages différents. Et donc ça, c'est du court-métrage, mais juste mis dans un format pratique. Quand on va au cinéma, on a envie de rester un petit peu de temps, du coup, c'est des séances de 40 minutes. Et à droite, c'est une autre combinaison qui est cette fois-ci un unitaire, du coup 26 minutes, qui est le film Vanille, et avec lequel on a mis 2 autres courts-métrages thématiques qui vont avec. Donc ça, c'est la grosse manière de faire voir à des enfants et à un grand public des courts-métrages en salle, c'est de les assembler. Là, je vous ai mis des exemples jeunesse, mais il y en a des adultes, évidemment, je pense, comme ça. Peur du Noir, qui était un ensemble de courts-métrages d'horreur qu'avait sorti un studio, le studio Prima Linea. Donc ça peut être sur tous les sujets différents. Là, je vous ai montré juste ça comme exemple. Donc là, c'est les différentes manières que vous pouvez avoir de découvrir des courts-métrages en salle. Des festivals stylés. On vous a caché un court-métrage dans votre séance long-métrage. Et soit vous allez voir une séance dédiée au court-métrage qui peut être sympa. Troisième partie, la diffusion web. Donc ça, c'est celle qui va m'intéresser principalement, parce que c'est celle que j'ai utilisée beaucoup pour créer cette chronique. La diffusion web, elle est hyper importante maintenant, parce qu'elle est à la fois indépendante, et elle est à la fois sur des grosses plateformes de VOD, et à la fois sur des plateformes indépendantes. Et c'est ça qui est intéressant pour moi qui vais là-dedans avec une perspective d'indépendant et d'artiste. L'agence du court-métrage cite quelques-unes des grosses plateformes de VOD que nous pouvons avoir. Alors évidemment, les plateformes les plus importantes, ça reste tout de même Netflix, Amazon, Apple TV, Hulu, et un peu OCS en France, mais il y a aussi beaucoup de plateformes indépendantes, enfin pas indépendantes, mais plus petites et plus locales et françaises, si absolument vous voulez soutenir du court-métrage français, qui sont du coup Univers Ciné, Filmo TV, Mubi, qui a des courts-métrages extrêmement pointus, qui est une plateforme dédiée justement aux artistes et aux étudiants en art, mais qui s'est un peu refermée à ça récemment. Et il y a une petite plateforme qui s'appelle Bref Cinéma, qui est du coup la plateforme là de l'agence du court-métrage. Principalement du coup les plateformes françaises de cinéma, principalement français mais aussi étrangers, restent donc Arte, France Télévisions, Canal+, et un peu OCS. Mais OCS, vraiment, j'ai pas réussi à l'étudier parce que c'est une plateforme qui est très très fermée. Je dois dire que dans mes recherches, j'ai essayé d'aller sur les 3. Canal+ est probablement le moins accessible, parce que les courts-métrages restent disponibles très 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 peu longtemps et financent pas énormément d'animation. France Télévisions, c'est ok parce qu'ils laissent leur programme 2 semaines après leur diffusion sur leur site, donc il y a quand même pas mal de séries qui sont intéressantes. Je vous avais parlé d'En sortant de l'école, qui est du coup une anthologie de poésie animée. Ils ont d'autres programmes similaires, notamment ils ont un programme qui s'appelle Libre Coup. Celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est la plateforme Arte, qui est vraiment hyper bien pour le court-métrage, parce qu'ils financent beaucoup d'animations, ils en laissent beaucoup disponibles, il y a des films qui restent disponibles pendant 2 mois et demi après leur diffusion. Du coup, c'est vraiment une plateforme qui est hyper précieuse et qui est hyper ergonomique. Alors, je vais faire un mouvement corporatisme, mais Arte quand même font vraiment du bon boulot sur le web, puisqu'ils ont des chaînes YouTube extrêmement fournies et bien pensées par rapport aux autres plateformes de France Télévisions, de Canal et de OCS, qui sont vraiment des fours absolus de plateformes VOD où les choses sont disponibles tout le temps. Arte, c'est vraiment hyper cool. J'en avais parlé il y a 2 semaines, mais là, ils ont sorti sur YouTube, Arte, le long-métrage Aurora, l'étoile arménienne, et il n'y a pas beaucoup de plateformes qui achètent des films pour ensuite les rendre disponibles de manière gratuite et libre. Du coup, je tenais quand même à le saluer. Mais pour donner des chiffres un peu plus généraux, les plateformes qui fonctionnent quand même beaucoup en France, c'est du coup Disney+, Netflix un peu. Alors Shadows et Benchy, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est des grosses plateformes aussi. Et le chiffre qui est intéressant, c'est que ces plateformes de SVOD, elles sont internationales, mais que globalement, ça reste quand même beaucoup de productions américaines qui sont visionnées là-dessus. Alors ça s'explique probablement parce que Disney, Netflix, Prime Video, et j'imagine du coup Shadows et Bensi sont des grosses plateformes américaines, et donc la majorité du contenu là-dessus est américain, mais ça permet quand même d'avoir de l'accessibilité. Mais voilà, les plateformes de vidéo à la demande ou de SVOD ou de VOD, que ça dépend comment vous les appelez, sont quand même des grosses plateformes de diffusion. À noter que la majorité sont payantes. J'ai bêtement oublié de le dire. Et que du coup, tous les courts-métrages qui peuvent être présents dessus sont consultables avec un abonnement et pas à l'achat.
Ce qui peut être embêtant si vous voulez juste voir un court-métrage et qu'il est détenu par une plateforme que vous ne possédez pas. Parce que c'est un gros problème des plateformes de SVOD, c'est qu'elles se sont multipliées ces dernières années, et que du coup, pour avoir un accès général, ça commence à devenir extrêmement cher. Si vous faites les 14 € de Netflix, les 13 € de Disney+, les 10 € de Prime Video, et ainsi de suite, vous montez très 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 vite en prix, ce qui fait que moi, il y a beaucoup de courts-métrages auxquels j'aurais pu payer pour accéder, mais que mes recherches ne vont pas jusque-là. La petite plateforme française qui essaie d'être montée en ce moment, c'est une plateforme qui s'appelle Bref Cinéma, du coup soutenue par l'agence du court-métrage, mais qui actuellement n'a qu'une centaine de courts-métrages de disponibles, et seulement une dizaine d'animations. Alors c'est des courts-métrages qui sont intéressants. J'ai vu qu'il y avait celui de Alberto Vasquez qui traînait dessus. Mais c'est vrai que pour un abonnement, c'est un abonnement à 4 €, Bref Cinéma. C'est le genre de plateforme où vous y allez, vous vous inscrivez, vous consommez tout en un mois et vous n'y retournez pas. Donc j'ai un peu du mal à voir la viabilité de ce genre de projet. En gros, ça c'est des corporations et des entreprises de diffusion qui font ça. Mais il y a aussi des studios d'animation qui eux choisissent de diffuser leurs films aussi sur YouTube et sur Vimeo, principalement. Les deux plateformes principales sont YouTube pour un public très généraliste et Vimeo pour un public un peu plus précis. Ça s'explique parce que YouTube c'est la plateforme de vidéo avec le plus de public, mais a des limitations assez précises en termes de droits d'auteur, de publicité et de contenu, notamment le contenu adulte, qui peut être présent dans le court-métrage. Et Vimeo est une plateforme qui est plus artiste, qui a moins de public dessus, mais qui est très pratique pour sa qualité, sa très bonne qualité d'image, et aussi pas mal d'options de rangement. Moi je trouve que malheureusement les deux plateformes ont vraiment un très mauvais algorithme de découverte, mais c'est le problème d'avoir un catalogue quasi infini où tout le monde peut ajouter des choses petit à petit. Mais du coup, il y a des studios qui directement ont des chaînes sur Vimeo et YouTube et qui font leur diffusion là-bas. Généralement, ça arrive après une diffusion au cinéma, une diffusion festival, 3-4 ans après leur fabrication, si un film n'a pas été mis sous DVD ou acheté définitivement par une plateforme de diffusion. Généralement, certains studios vont avoir tendance à mettre leur film là-dessus, donc ça peut être une bonne manière de le découvrir. Voilà, ce que je vous ai mis, c'est la chaîne Bang Bang sur YouTube, qui est une chaîne qui diffuse les films de Miyu. Mais je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans l'année du studio croate Zagreb Film, qui avait mis une grande partie de son catalogue, je parle d'une centaine de vidéos, sur YouTube en accès libre et gratuit également. Donc il y a plein de belles choses professionnelles qui sont découvrables comme ça. Donc ça, je vous laisse un peu chercher par vous-même selon les studios qui vous intéressent. Ensuite, je voulais parler de une autre manière de faire les choses. Maintenant on passe en circuit plus court, là on n'a plus de producteurs et plus de diffuseurs, parce que les chaînes de télévision c'est les diffuseurs, les producteurs ce sont du coup les studios qui peuvent charger une partie de la diffusion s'ils ont vos droits et les mettre sur le web, mais parfois vous pouvez couper ces deux choses et vous produire vous-même et vous diffuser vous-même. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement dur et exigeant, donc c'est adapté que pour certaines personnes qui arrivent très bien à gérer leur temps, à gérer l'économie, à gérer ce genre de choses, et qui savent aussi, qui ont des ambitions à la hauteur de l'énergie et de l'argent personnel qu'ils peuvent mettre dedans. Je vous en avais parlé un petit peu avec cette réalisatrice américaine, Vyvn, qui faisait ses propres animations en indépendant elle-même avec peu de financement extérieur, mais qui arrivait à fabriquer très régulièrement avec un budget assez réduit. Je voulais rajouter du coup un deuxième exemple qui est Flipnote, qui est du coup un artiste français qui, lui, de manière assez intéressante, sur sa chaîne YouTube personnelle, du coup, un mélange de travaux professionnels, du coup, l'Odyssée de classique qu'il avait fait pour Arte Concert, mais aussi plein de petits courts-métrages de longueur assez variable qu'il a produit pour lui-même. Si ces personnes peuvent créer, c'est principalement grâce à du financement participatif. Le fait de pouvoir sortir tous ces courts-métrages, ça veut dire que soit on a beaucoup d'argent soi-même, et alors je serais très content, tant mieux pour vous si vous avez beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas... si vous avez besoin d'argent pour vivre et pour pouvoir créer, et ben le financement participatif, soit à l'épisode, soit le mécénat moderne, comme ça, par internet, ce sont des choses qui sont possibles. Là, je vous ai mis un peu des statistiques
du nombre de personnes qui rendaient en fait cette autoproduction et cette autodiffusion possible. Il y a plus de 300 personnes qui soutiennent financièrement Kekwe, et il y a plus de 700 personnes qui soutiennent financièrement Viewn pour ses créations. Donc c'est quand même pas rien. Ça n'atteint pas les sommes que vous auriez dans une production professionnelle, donc forcément les résultats finaux n'ont pas les qualités de production que pourrait avoir une production professionnelle, mais parallèlement, ça les rend extrêmement libres de sujets, de techniques, d'exigences. Donc voilà, il y a quand même une manière d'exister en tant qu'artiste indépendant et avec peu de choses, et quand même de montrer son travail à grande échelle. Un jour, je remonte sur rapidement les chiffres pour vous montrer que c'est quand même intéressant. Keke, c'est environ 300 millions de vues sur chacun de ses films, avec des gros pics, et Viewn, c'est des vidéos qui dépassent systématiquement le million. C'est des cas exceptionnels, c'est les gens à qui ça a réussi le mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des précédents de diffusion, donc ça vaut toujours le coup si vous n'avez pas de plateforme de diffusion de votre travail, de peut-être réfléchir à ce genre d'optique-là. Et il y avait une dernière chose en tant que autoproduction, autodiffusion dont je voulais parler, c'était les écoles. Parce que en me grattant un petit peu le cerveau, je me suis dit, mais qui en France produit des centaines de films avec très peu de budget? Et bah c'est les écoles. En fait, il y a beaucoup d'artistes en France qui passent par des écoles d'animation. Je n'ai plus le chiffre, mais ça se compte en centaines de personnes, qui chaque année font des films, soit de fin d'études, soit de fin d'année. Et une grosse partie de ces films sont montrables. Donc il y en a une grosse partie qui sont diffusés par soit les artistes eux-mêmes, soit par les écoles et les plateformes de diffusion. Du coup, là, je vous ai mis un exemple. Gobelin, qui a plus de 600 vidéos à son actif. Alors, c'est un mélange de vidéos de communication et de films professionnels. Mais bon, ça doit se compter quand même en centaines de vidéos entre les films de fin d'études, les films personnels et les films de FX et genre les génériques de festivals que font les Gobelins. C'est quand même des dizaines et des dizaines de films, quoi. L'école Émile Cole qui a plus de 150 vidéos. Et là, une sélection de la promotion de 2022 de CalArts avec plus de 75 films. Du coup, il y a quand même une très très grosse quantité de films semi-professionnels qui se font en permanence. Et tous ces films-là, ils sont accessibles gratuitement. Mais on passe quand même par des écoles. Et bon, je vais pas rentrer dans le débat de comment est-ce que ces films devraient coûter 0 € comme ils le font actuellement. C'est un petit peu complexe. Et je voulais quand même citer deux, trois autres trucs. Parfois, ce n'est pas des personnes indépendantes qui décident de se lancer dans le court-métrage, c'est aussi des clubs ou des collectifs. Là, je voulais montrer rapidement la cartonnerie qui était une plateforme un peu historique de création de films d'animation amateurs. C'était un site qui avait pas un logiciel, mais qui avait une application sur le site qui permettait de créer des films à partir de matériaux préexistants. Et du coup, c'est un peu une petite banque de films d'adolescents et d'enfants qui s'entraînent à faire des films. Alors, c'est hyper amateur, mais c'est un peu intriguant à regarder. Il y a aussi des petits événements comme le 11 secondes club, qui est un petit concours annuel qui propose à des gens dans l'animation de faire des films chaque mois. Je crois que c'est un groupe américain qui organise ça depuis quelques années, donc ce genre de choses, ça crée des courts-métrages. Et puis moi, un endroit où je vois aussi des courts-métrages assez intéressants qui ont perdu qui n'ont plus de support de diffusion, c'est sur Internet Archive. Du coup, si vous ne le savez pas, c'est un site internet qui archive toutes sortes de choses, pas forcément des œuvres d'art, mais entre autres des vidéos et donc des films de toute époque qui ont plus de diffuseurs ou qui ont plus de diffuseurs dans certains pays ou dont les copies ont été perdues, donc notamment pour retrouver des trucs historiques et pour retrouver des vidéos qui ont été retirées des plateformes comme YouTube, Vimeo ou Dailymotion ou d'autres plateformes comme ça. Internet Archive permet aussi de retrouver un peu des films perdus. Voilà. La grande question, maintenant qu'il y a tous ces endroits pour voir des films, et qu'on a établi qu'il y avait 700 films professionnels et probablement quelques centaines de films non professionnels en France qui sortaient sans compter les productions globales, comment on fait quoi? Comment on fait maintenant que la création est si riche, si pléthorique, et aussi qu'elle a des qualités extrêmement variables, parce que forcément, même à longueur identique, un film produit par un studio professionnel sur 5 ans avec des financements publics, et un film fabriqué par un enfant sur la cartonnerie n'ont fatalement pas la même qualité.
mais peuvent avoir des intérêts différents, donc comment on fait pour tout choisir ça? Et bah, chacune des plateformes que je vous ai citées avant a trouvé un peu trouvé sa solution. Les grosses plateformes de chaînes télévision ont souvent créé des émissions dédiées au court-métrage, du coup Court-Circuit pour Arte et Libre Cours pour France Télévisions, Top of the Short pour Canal+, qui sont des émissions d'une cinquantaine de minutes, 1 heure, qui rassemblent des courts-métrages thématiques ensemble, et généralement des prises de parole et des analyses autour, ce qui permet de faire une première curation. Ce que j'entends par curation, c'est comment on oriente les gens vers, entre guillemets, les bonnes choses, mais surtout les choses intéressantes, et comment de cette énorme production on arrive à ce que tout le monde ait vu tel film, mais les autres non. Pourquoi tout le monde parlait de Everything, un moment pourquoi tout le monde a parlé de Logorama, et pas d'autres films alors qu'il y avait probablement très bien, et bah c'est qu'il y a eu des manières de les diriger vers les gens. Voilà, moi je vous recommande plutôt Court-Circuit de Arte qui fait un bon boulot pour donner la parole aux artistes et faire des sélections intéressantes. Libre Cours aussi de France Télévisions, c'était pas mal, mais il y avait moins d'animation. Arte a quand même une sélection très animation, Libre Cours a une sélection plus live. Aussi pour perdurer, pour faire vivre un certain type de cinéma, il y a d'autres choses qui sont faites, qui sont des anthologies de festivals, donc comme Annecy qui sort chaque année ses films sélectionnés, et j'imagine que quelques autres festivals le font. Clermont, on l'avait dit, a une banque où tous les films qui ont été envoyés au Festival de Cours de Clermont sont stockés et accessibles post-festival. Il y a des compilations de courts-métrages comme celui-ci, là, Ta mort en short de Folimage, avec des ensembles de courts-métrages thématiques, et il y a aussi une préservation historique de certains types de cinéma. Là, je vous ai mis un exemple de l'animation soviétique et de l'animation russe, qui réussissent à avoir des sorties DVD. Donc ça peut être un premier axe pour diriger les gens vers certains contenus, parce que là, c'est des best-of, quoi, simplement. On vous dit Annecy, c'était 200 films, et bah le best-of, c'est 15 films-là, quoi. Ces 15 films-là, ils méritent quand même plus d'être vus et d'être existés, et ils vont rester. C'est aussi pour ça que les prix ont un poids politique important, quoi. Parce que les prix et le succès permettent de savoir si une œuvre va continuer d'exister ou non. Les festivals, eux, pour bien diriger les gens vers ce qu'ils veulent, ils ont créé des catégories. Les catégories, on en avait discuté aussi, c'est fait pour ne pas mettre certains types de films en compétition, les films professionnels et les films semi-professionnels, et aussi de créer des catégories logiques de films en compétition, films pas en compétition, films étudiants et films tout public détente, quoi. Ça, c'était comment le festival du film court de Stuttgart le festival de film d'animation de Stuttgart répartissait, lui, ses films. Les plateformes de VOD, elles aussi, font des anthologies de programmes aussi. Je vous avais mis celui-ci de côté, c'était le Shortcut, du coup, un programme créé par Arte, auquel, si vous êtes réalisatrice en activité, vous pouvez participer, parce que c'est des programmes de 2 minutes de Arte qui, comment résumer un long métrage en animation en 1 minute, 2 minutes. Et c'est ouvert à tous, donc vous pouvez postuler là-bas si ça vous ferait plaisir de résumer un film disponible par Arte que vous aimez bien. Et c'est assez marrant à regarder, de voir surtout des artistes dont vous connaissez un peu le boulot. Là, je vous ai mis celui de Manon Tacconi et de Nicolas Verdier, qui sont des personnes qui travaillent dans l'industrie depuis quelques années. Et c'est intéressant de voir comment d'autres artistes ont dirigé des films qu'on connaît bien. Ça, c'est intéressant. Et il y a aussi toutes sortes de curations sur Internet. Là, je vous ai mis un petit exemple. Celui que vous connaissez probablement tous, c'est le Vimeo Staff Pick, qui est les choix de l'équipe Vimeo sur les courts-métrages qui étaient importants tous les 2-3 jours, il me semble, qui existe depuis quelques années, du coup, qui est un best-of du site créé par une équipe de professionnels du site, mais les médias dédiés à l'animation comme Katsuka ou Cartoon Brew aussi font leur sélection, et puis moi j'écoute aussi des podcasts et des émissions spécialisées. Là, je vous ai mis un exemple de Un Intervalle qui faisait sa sélection du Poisson d'avril pour leur épisode. Donc ça, c'est toutes ces choses-là, elles vous permettent d'un peu guider votre regard, et ça, je peux pas, moi, vous dire qu'est-ce qui va vous plaire. Je sais ce qui va me plaire à moi, je sais ce qui me paraît intéressant, et je vous en parle ici, mais c'est à vous de faire le travail de recherche, de vous dire quelle critique j'aime bien, quel artiste j'aime bien, qu'est-ce qu'il me recommande, ce genre de choses. Et en fait, on le fait déjà passivement en suivant les gens sur les réseaux sociaux et en voyant ce qu'ils produisent, mais il y a aussi des trucs semi-pro comme ça qui existent. Voilà. Donc, pour conclure cette partie sur la curation, il faut que vous fassiez le boulot vous-même, quoi. Vous connaissez vos goûts,
Vous savez si vous aimez les films de ce genre-là, ce genre-là. Vous-même, vous faisiez votre sélection, et ça, je peux pas vous aider là-dessus. Mon, Léopold Leocarno Staff Peak, un film que j'ai vu il y a longtemps, mais qui vient enfin d'avoir sa diffusion en ligne, c'est Chloé Van Herzel. C'est deux réalisatrices, donc de A. Giraud et de C. Bouchereau. Désolé, j'aurais... du coup, qui sont deux réalisatrices que moi j'ai pu rencontrer. Alors, forcément, quand on a pu rencontrer les équipes et qu'on nous a contextualisé tout un film, ça nous aide à l'apprécier, et c'était le cas pour ce film-ci. Je vais vous montrer quelques images, et après je vais vous rajouter des informations petit à petit. C'est un film sur le... C'est un film sur le cinéma et l'entretien de pellicule, qui est mené de manière... c'est un film de fiction, mais qui est mené comme un film documentaire, en fait. On va rencontrer cette vieille dame qui garde des pellicules dans sa cave, et qui fait des projections privées. Et littéralement, elle s'occupe du cinéma underground. Et vous devez commencer à vous douter que, avec ce graphisme, qui est un truc un peu particulier, euh, en fait, il s'agit d'un film de 18 minutes qui a été entièrement animé au sable animé. Je suis désolé parce que la qualité YouTube ne rend pas compte de ça. Voilà, Anne-Sophie Giraud et Clémence Bouchereau. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est une technique rare, le sable animé. C'est une technique qui est vraiment très sous-exploitée. C'est une technique qui est très sous-exploitée et qui généralement est traitée de manière assez brute. Et dans ce film-là, qui a mis 3 ans de développement à 2, qui, d'après ce que m'avait dit la réalisatrice, avait eu accès à aucun financement, donc c'est vraiment un projet de passion et de cœur. Et franchement, ça se voit dans le résultat, quoi. Tellement tout est beau. Et voilà, donc chacun des points noirs que vous voyez sur cet écran, c'est des grains de sable qui sont déplacés sur une plaque en verre avec de la lumière. Et donc ce que vous voyez, c'est la lumière qui passe à travers les grains de sable. C'est une technique qui est extrêmement minutieuse, qui est extrêmement précise, et qui est... bah, il suffit d'un souffle et votre plan, il est fini. Et bah, le rendu, il est vraiment hyper beau. Je ne sais pas si un jour j'aurai la motivation, moi, pour m'investir autant là-dedans. Et du coup, le scénario, c'est une journaliste qui va voir cette vieille femme, Chloé Van Herzel, qui a une grosse collection de pellicules de cinéma. Elle a été projectionniste dans des cinémas indépendants parisiens. Donc, par exemple, j'avais demandé aux réalisatrices si elle s'était inspirée notamment du cinéma à la clé. Elle m'avait dit que oui, c'était ce genre de choses qu'elle voulait essayer de faire. Et, euh, et c'est intéressant parce que du coup, cette vieille femme a vraiment sa manière à elle d'imaginer le cinéma, et on sent que elle parle des films qu'elle a aimés, des souvenirs qu'elle mélange avec des films, mais aussi un côté très merveilleux qui s'intègre dans le film où en fait elle entretient ses pellicules comme des bouteilles de vin ou des vieux fromages, elle les laisse tout doucement se détériorer, évoluer avec le temps, s'abîmer, pour ensuite pouvoir les reprojeter. Et c'est marrant parce qu'elle a un côté très physique avec ces pellicules, et genre elle les renifle, elle les goûte, elle les touche du doigt pour se dire ah oui, là il vieillit bien, ce genre de choses. Et finalement, elle montre une partie des films qui sont du coup montrés en animation. Et en fait, ça se rapproche du travail de pellicules grattées ou de pellicules déchirées ou pellicules brûlées, qui sont des techniques hyper très underground pour le coup de cinéma d'avant-garde, et qui a jamais dépassé son statut de cinéma d'avant-garde où tout en projetant le film, on le détruit et on accepte la matérialité du film. Et de vouloir parler de ce cinéma très personnel, très unique, avec cette technique très personnelle, très unique, je trouve que c'est vraiment émouvant. Genre, moi, ça m'avait pris au trip il y a 3 ans et demi quand je l'avais vu pour la première fois, et quand je l'ai revu là, j'ai cette sensation, mais... Et c'est très bien joué par les deux actrices. Donc voilà, vraiment une très belle découverte. Si vous avez l'occasion de le voir, ne serait-ce que pour la technique, qui est archi virtuose, c'est intéressant. Mais aussi, si vous êtes... Enfin, si vous êtes ici, c'est que vous aimez le cinéma. Et ce film-là, il parle vraiment de cinéma de plein de manières différentes. Donc c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Voilà. Ça va être tout pour ce dossier. C'était mes recommandations personnelles.
Comme je vous l'avais dit, ma conclusion est la même que ma conclusion de fin est la même que ma conclusion du début. Il y a plein de manières de découvrir des films, chacun a sa manière privilégiée, et c'est bien de connaître les différents canaux pour diffuser ces films, parce que ils vous aident à bien réfléchir vos films en avance, parce que chaque plateforme et chaque lieu de diffusion a ses propres enjeux, ses propres exigences. Forcément, la télé, c'est plus mainstream, forcément le web, c'est archi indé, footrack, euh, et c'est bien de connaître toutes ces opportunités-là de montrer son travail, de diffuser son travail et de permettre à des personnes d'horizons différentes de découvrir notre travail et inversement de découvrir le travail des autres. Donc je voulais mettre en lumière toutes ces manières d'accéder à des créations et je vous réencourage vous-même à suivre des personnes dont le travail vous intéresse, mais aussi à suivre des critiques, des essayistes, des chaînes YouTube, des podcasts, des émissions télé, des émissions radio qui vous amènent à découvrir de nouvelles choses et qui vous amènent à penser de manière différente sur les choses que vous connaissez. Et voilà, et moi, mon ambition personnelle, c'est c'est de devenir ici une nouvelle manière pour vous de découvrir ça. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette votre chronique vous a plu. Ça m'a vraiment plu de faire ce travail de recherche. Surtout que le court-métrage, par rapport à d'autres sujets, c'est quelque chose où on peut découvrir 15 univers en 1 heure. Donc c'est hyper plaisant. Et moi, ça m'a permis un peu de réaliser qu'il y avait plein de courts-métrages que je pensais étaient que accessibles dans des DVD perdus ou dans des festivals à l'autre bout du monde. Mais en fait, il y a plein de très très beaux films qui sont accessibles là juste sous la main. Mais il faut faire cet effort de recherche et cet effort de se tenir au courant. Aussi parce que les films restent disponibles qu'un certain temps. C'est le revers de la médaille des plateformes de SVOD, c'est que les catalogues changent en permanence. Donc des fois, si on cherche des films beaucoup demandés et qu'on veut les obtenir par des voies légales, il faut un peu se tenir au courant. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici à l'avenir. J'espère que je vous ai au moins fait découvrir un film qui vous a plu. J'espère que comme d'habitude, vous ressortez de ces émissions en comprenant un petit peu mieux pourquoi l'animation est telle qu'elle est en France et comment elle fonctionne. C'est ça vraiment le but final. Moi, je travaille juste pour voir plus de films intéressants. Et pour ça, il faut que vous, artistes, vous soyez bien informés. Donc, je vais faire en sorte que vous soyez au top du game de l'information. Si vous avez d'autres plateformes, des critiques, des essayistes, des films, des œuvres qui vous ont plu, et qui vous pensez me plairaient ou dont vous aimeriez entendre parler ici, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait toujours vraiment plaisir. Et je voudrais continuer à développer cette émission avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite de voir des bonnes choses, de lire des bonnes choses et de créer des bonnes choses et de vous faire plaisir dans votre création. C'était Léo Carnot pour cette émission qui a désormais un nom, elle s'appelle Parallax. Je vous retrouve dans les prochaines semaines pour continuer à vous parler de cinéma d'animation et d'art. Et très bonne soirée à vous. Des gros bisous Twitch.